Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Tous les mardis matins, 7h40, on parle business et c'est avec Clément Lessort. Bienvenue Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité tous les mardis matins à 7h40, 7h42 précisément. Je le disais en introduction, là il y a quelques minutes, Chèque Déjeuner, c'est une société de titres restaurants créée il y a plus de 50 ans et qui devient début 2015, donc le groupe Up. Je reçois ce matin sa déléguée régionale, Sarah Ellery. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors je le disais, changement d'identité, changement du nom du groupe Chèque Déjeuner, connu par bon nombre de salariés qui utilisaient vos titres restaurants et qui continuent de le faire. Changement du nom, de l'identité en 2015, quoi, ça correspondait plus, c'était plus adapté pour porter, incarner la richesse, la diversité de vos offres ? Alors effectivement, il y a eu un changement de nom du groupe, même si la marque Chèque Déjeuner reste et continue sur vos chèques Orange, restera le nom marqué Chèque Déjeuner et sera apposé en plus le petit logo Up. Alors pourquoi ? Parce qu'en plus de 50 ans, le groupe s'est diversifié et surtout a connu une croissance internationale importante. Et il se trouve qu'au Mexique, vendre des chèques déjeuner alors que ce pays-là ne connaît que la carte, eh bien c'est bien compliqué. De la même manière, on prend la Turquie. Le chèque déjeuner n'est plus aujourd'hui, même si c'était notre premier produit. On était une entreprise monoproduit. Aujourd'hui, le groupe Chèque Déjeuner commercialise et met à disposition des entreprises et des utilisateurs tellement de produits que le nom en tant que tel était devenu réducteur aujourd'hui. Alors, un changement de nom, c'est aussi évidemment une transformation du groupe en profondeur. Vous avez parlé de la carte, de la digitalisation, en tout cas de la dématérialisation de ce qui était effectivement connu comme le chèque et comme l'utilisation du papier. Quels sont les grands enjeux, en quelques mots, de cette mutation, de cette transition pour bien être dans son époque et continuer d'exister ? Alors, aujourd'hui, le groupe s'est organisé en 5 marchés. Initialement, on était uniquement sur le chèque déjeuner, mais la dématérialisation venant, nous avons évidemment développé d'autres secteurs d'activité, mais si on veut rester et se concentrer vraiment sur la dématérialisation du titre déjeuner, aujourd'hui en France, la dématérialisation est en cours. Il n'y a pas, je vais pas vous mentir, il n'y a pas un essor énorme. Les entreprises ils vont étape par étape parce qu'il y a un vrai changement dans l'utilisation. Il y a eu le décret il y a à peu près 2 ans. C'est très franco-français, hein, le changement est lent, mais il est opérant. Les salariés restent attachés à l'objet, au titre et au chèque papier, format Tout papier. à fait. Faut pas oublier que le chèque déjeuner n'est pas un dispositif comme un autre. C'est un avantage social. C'est un avantage social qui aujourd'hui se partage avec sa compagne, son mari, ses enfants. C'est quelque chose qui est utilisé pendant les vacances, même si ce n'est pas l'essence de la loi. Aujourd'hui, le titre déjeuner est un élément qui est à l'intérieur des foyers français et donc modifier son support, c'est modifier sa manière de l'utiliser. D'où cette évolution lente mais certaine. Alors pour faire connaissance avec le groupe Up, il faut rappeler qu'évidemment à l'origine c'est français, ça reste français toujours. Oui. Vous employez 2300 personnes à travers le monde, dont la moitié en France. Comment est-ce que vous êtes structuré sur les territoires et notamment en région puisque ça vous concerne ? Alors aujourd'hui, je vais même actualiser les chiffres. Nous touchons les plafonds des 3000 personnes dans le monde. On est dans 17 pays et effectivement, on est né en France, nous sommes français et le groupe est 100% français et il a la particularité d'être détenu à 100% par ses salariés qui sont eux-mêmes français. Alors on parlera effectivement du statut particulier et on parle de scope. Au départ, il faut rappeler aussi que la jeunesse de cette affaire-là, c'est la volonté que les salariés puissent avoir une vraie pause déjeuner. Parce qu'au-delà du titre et de l'avantage qu'on pourra évoquer pour l'employeur et le salarié, d'un point de vue financier, c'était au départ très précisément pour que le salarié puisse avoir une vraie pause déjeuner et travailler sur les conditions, la qualité de vie au travail. Tout à fait. À la base, c'est une utopie cette entreprise. Et franchement, je porte le mot, c'est une utopie. C'est une poignée d'hommes, dont Georges Rinaud, qui a dit, il n'y avait pas de dispositif d'exonération, il n'y avait rien en 1964. Ils se disent, il faut qu'on améliore. C'était un syndicaliste, Georges Rinaud, de Force ouvrière à l'époque, qui dit, il faut qu'on améliore la qualité de vie et le repas, la possibilité de quitter cette gamelle le midi. Et donc, il part avec quelques copains en se disant, on va créer une entreprise pour faire ça.
Mais comment on va le faire? Eh ben, nous ne pouvons pas le faire d'une manière normale parce que l'idée est bien de transmettre et qu'on reste sur une idée, voilà, d'une entreprise à part égale avec une démocratie dans le quotidien, dans la manière de gouverner et donc ils sont partis toquer à la porte des entreprises, toquer à la porte des restaurants en disant à un employeur: «Est-ce que si vous donnez un titre à vos salariés, ils mangeront mieux? S'ils mangent mieux, ils sont plus productifs, ils sont plus attachés à votre entreprise et ils sont fidèles parce que vous leur apportez de l'attention et c'est important». Mmh. Et c'est parti comme ça, c'est vraiment parti d'une utopie. Alors pour autant, on constate quand même aujourd'hui que dans les entreprises, les pauses déjeuner se raccourcissent. C'est un phénomène qui est bien réel. Le chèque déjeuner doit continuer d'exister. C'est un principe de cofinancement entre le salarié et l'employeur. C'est comme ça que ça fonctionne? Tout à fait, une législation, qui est, bien spécifique et bien claire. Pour qu'un titre puisse être exonéré, il ne faut pas qu'il dépasse 5,37 € de par employeur par jour travaillé, et de plus, il faut un cofinancement par le salarié, entre 40 et 50 % maximum. On a bien compris que vous étiez donc un des leaders au niveau mondial Ah oui! sur ce produit. Pour autant, la concurrence existe. Rude! Quelle part de marché ça représente aujourd'hui au niveau mondial? Vous êtes... Nous sommes le deuxième leader mondial et c'est une grande, grande fierté parce qu'on a l'habitude de dire: «On est le plus petit des plus grands», mais on est effectivement quand même le deuxième leader, mondial sur les dispositifs, titres avantage aux salariés. Ça représente combien d'utilisateurs en France aujourd'hui chez les salariés? Entre 21 et 22 millions d'utilisateurs. Nous avons à peu près 1 million de clients, en France. Alors Sarah Ellery, le principe et le succès, notamment en France et particulièrement et aussi pardon à l'international, c'est que vous avez finalement décliné ce principe de chèque à d'autres services. Aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de la pause déjeuner, mais d'autres services. Tout à fait. En fait, notre idéal, notre leitmotiv, c'est simplement qu'est-ce qu'on peut apporter aux salariés pour qu'ils se sentent bien, mieux dans son quotidien. Donc, on a effectivement fait une croissance plutôt externe parce que nous avons racheté des entreprises, créé quelques-unes, mais plutôt racheté et intégré dans le groupe en partageant nos valeurs et notre identité. Donc, nous avons aujourd'hui du chèque cadeau au CADOC, du chèque lire, du chèque culture. Et vous remarquerez que ce sont toujours des chèques qui sont très engageants et très liés à l'engagement social en général. Plus largement, aujourd'hui, en plus des dispositifs de chèques plutôt à l'attention des salariés ou des agents des collectivités, nous sommes présents sur le marché, ce qu'on appelle chez nous le PPS, c'est les programmes publics et sociaux. Donc nous facilitons aux collectivités locales et territoriales le fait de donner et de partager des œuvres sociales, et de l'action sociale à l'attention des citoyens du coup. Alors le succès également, c'est donc à la fois la diversification des produits et des services. D'une entreprise de produits, vous êtes passé aujourd'hui à une entreprise et un groupe de services. Et c'est également effectivement la politique de développement à l'international. Comment est-ce que vous l'avez conduit? Vous avez évoqué tout à l'heure le Mexique ou le nord de l'Afrique. Cette expansion là au niveau international, c'est quoi la stratégie? La stratégie est double. La première est évidemment de rester innovant et agile. Mais en plus de ça, parce que nous ne sommes pas un groupe comme les autres, évidemment, l'objectif est du développement économique et de faire des bénéfices comme toute entreprise, mais quand je dis l'objectif est double, c'est aussi d'apporter, de transmettre les valeurs de l'économie sociale dans des pays où le statut même de la coopérative n'existe pas. Et c'est le cas, par exemple, je vais donner un exemple simple, le Maroc ou la Turquie, où nous arrivons avec des valeurs, avec le Mexique, par exemple, où il n'y a pas nos 5 semaines de congé. Alors, je ne dis pas que nous arrivons avec 5 semaines de congé, mais l'idée est bien de transmettre ces principes et cette manière de gouverner sous forme démocratique dans des pays qui ne le connaissent pas. Alors ce modèle SCOP, justement, société coopérative et participative, les salariés, donc il faut le préciser à nos auditeurs, sont les actionnaires majoritaires. Comment ça s'infuse justement dans d'autres cultures? Est-ce qu'il n'y a pas des chocs, des résistances quand on impose ou en tout cas on installe ce système dans d'autres civilisations, d'autres sociétés? Non, alors il n'y en a pas parce qu'il faut prendre le temps. Et nous avons, alors c'est peut-être la culture ou l'habitude, à aucun moment imposé. C'est vraiment une construction, c'est une transmission étape par étape. Comment vous voulez que quelqu'un refuse d'être un peu plus impliqué dans la gouvernance, d'avoir un peu plus de sens et d'avoir un peu plus de partage de richesse, en tout cas un partage plus équitable parce que plus transparent. C'est pas si compliqué que ça. En général, quand on explique un peu notre modèle, on a plutôt l'habitude de voir les gens dire oui, mais c'est bizarre, vous êtes un peu des bisounours.
il y a anguille sous roche. Eh bien non, il n'y a pas anguille sous roche. Quand vous engagez les gens, ils sont pleinement dedans. Sarah Ellery, pour autant, je regardais COP-FR, organisation représentative du mouvement coopératif français, a commandité un sondage auprès de l'IFOP. Alors maintenant, on se méfie évidemment un peu des sondages. Pour autant, en avril 2016, c'est tout à fait récent, il estimait que 82% des Français se sentent proches des valeurs des SCOP. Pour autant, leur fonctionnement demeure encore inconnu ou méconnu auprès du grand public. Il y a encore de la pédagogie à faire, même sur notre territoire. Énormément. Vous imaginez pas à quel point, surtout qu'aujourd'hui, si on regarde l'économie sociale et solidaire, il y a plusieurs familles. Et donc, même au sein des SCOP, il y a des différences. Aujourd'hui, nous, le groupe UP, on est une SCOP qui est détenue à 100% par les salariés. Donc, vous ne pouvez pas être actionnaire si vous ne travaillez pas à l'intérieur. Il y a d'autres manières de vivre la SCOP. Aujourd'hui, on a en plus la particularité, nous, d'élire en direct notre conseil d'administration. Ce conseil même qui élit notre PDG. La démocratie, il y a toutes les strates. Mais d'une SCOP à l'autre, effectivement, les pratiques peuvent être différentes parce que les statuts posent une base et les à côté et la déco, effectivement, s'affinent comme dans une maison. Économie sociale et solidaire, vous en faites partie. Responsabilité sociétale des entreprises. Sarah Ellery, on sent que les choses bougent au niveau des organisations, poussées certainement par l'opinion publique qui engage, évidemment, et qui force les organisations et les collectivités à s'engager sur ces dynamiques-là. Pour autant, il y a des choix politiques au niveau mondial, au niveau européen et sur notre territoire qui orientent plus vers un libéralisme dur, un repli aussi sur soi-même, un repli communautaire. Est-ce qu'il n'y a pas une équation un peu compliquée ? Je ne veux pas forcément une analyse politique, mais plutôt économique entre cette contradiction qui existe. Si, bien sûr, elle est très très dure. Elle est très dure dans le sens où quand vous portez un ensemble de valeurs, je ne dis pas que les entreprises sont... l'entreprise son objectif reste de faire du bénéfice pour pouvoir le partager. Ça, c'est notre objectif à nous aussi. Cependant, quand vous êtes dans un engagement comme le nôtre, où une part de votre bénéfice part dans une fondation qui aide les associations françaises sur le territoire, quand vous avez un partage de valeurs ou des rémunérations qui sont qui sont au-dessus du marché, faut le dire, vous ne comprenez pas quand des collectivités qui portent des valeurs, des demandes RSE importantes, mettent le prix en haut des critères. C'est compliqué à vivre et c'est là où il y a cette difficulté de quel est l'équilibre juste. Est-ce que le plus important, c'est l'achat français ? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir des entreprises responsables ? Ou est-ce que finalement, seul le prix est la variable d'ajustement ? Eh bien, malgré ça, cette équation qui est quand même difficile et qui devient de plus en plus difficile, nous restons deuxième leader mondial, mais plus on avance, plus c'est compliqué, effectivement. L'équilibre juste avec Sarah Ellery, déléguée régionale du groupe UP et de la fondation UP, vous l'avez évoqué à l'instant. Excellente semaine à toutes et à tous. Guillaume, une émission, je vais le dire à ta place, allez-y, bien sûr, sur les players et sur les réseaux sociaux de la radio. À très bientôt. Bon, moi, j'ai plus qu'à lancer la musique alors. Le 6-9 de Sun.